Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cet événement organisé par Bilix et les communautés métiers d'Extia, sur la thématique de la révolution magique des sites Frogan. Pour vous introduire ce sujet, on a aujourd'hui 3 intervenants. Je vais laisser Frédéric se présenter les intervenants, et puis après on enchaînera sur le déroulé de l'événement. Merci. Je me présente, voilà, Frédéric Roll. Donc moi, je suis consultant Bilix depuis un peu plus d'un mois. Je travaille là pour Renault sur des histoires de data lake, hein, rien à voir avec ce qu'on va voir ce soir. Alors Frogans, ou Frogans, je ne sais pas comment on dit, hein, Maury, Alexis. Frogans. Frogans, voilà, j'en étais sûr. Mais ça se dit dans toutes les langues. Alors en chinois, c'est Froganse, c'est voilà. Ok. J'ai découvert ça, moi, il y a un mois un peu, aussi. Alors, je vais partager vite fait mon écran. Hop. Je vais montrer ça. Voilà. Voilà. Alors, tout simplement, en recevant un courriel, quelque chose qui semblait louche, et que je n'ai pas jeté. Hein, pourtant, il y avait marqué réduction d'impôts, tout ça, donc ça puait. Et donc, tout simplement un mail de Action Bourse, Easy Bourse, hein, que certains connaissent peut-être, qui fait de la bourse pour la Poste, pour la Banque Postale. Et ça m'a quand même interpellé. Du coup, j'ai été voir un peu ce que c'était F2R2, la société, machin, bidule. Et franchement, j'ai sauté au plafond. Donc du coup, j'en ai parlé un petit peu à Bilix, et puis c'est comme ça que l'événement est né, et que on se retrouve aujourd'hui devant vous pour présenter ça. Ce que je vais faire, on va faire un petit peu d'historique du web et d'Internet, avant de passer vraiment aux choses sérieuses, et que nos invités vous présentent leur projet et ce qu'ils ont mis en place. Ne vous inquiétez pas, ça va être marrant, ça va être sympa. Normalement, c'est en dessous. Voilà. On va parcourir les deux grosses dates importantes pour moi et pour beaucoup de monde, je pense. Ce que j'ai appelé l'ancêtre du web, que beaucoup doivent connaître, c'est le Minitel, qui est né en 80. Donc, a été inventé par un certain Bernard Marty en France. Voilà, il y a sa photo sur la page. Et alors, c'est une innovation française mondiale, j'ai appelé ça, puisque, comme vous le savez, ça n'est pas sorti de France. On n'a pas pu l'exporter à l'étranger, et ça a été tué par l'arrivée d'Internet dans les années 90. En revanche, c'était vraiment une vraie révolution, hein. Donc, ça a été lancé en 82 par les postes et télécommunications. Frédéric, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que moi, je ne vois pas les slides. Enfin, le slide que tu proposes, je ne sais pas si c'est figé. La même chose pour Lauriane. Ouais, c'est pareil, j'étais en train de t'écrire, Frédéric, là on voit qu'une page blanche, on voit pas du tout. Je vais repartager vite fait, voilà. Parce que moi j'ai mon deuxième écran, je vais partager l'écran carrément, tout l'écran, voilà, peut-être mieux. Parce que j'avais partagé juste l'appli. C'est bon? Voilà. C'est mieux. Bon. Voilà, ça a plus de sens. Voilà, donc on était en train de parler du Minitel dans les années 80. Donc c'était lancé en 82 par les postes et télécommunications à l'époque, qui ensuite se sont scindés en La Poste d'un côté et France Télécom de l'autre, qui est devenu Orange, la Banque Postale. Voilà, vous connaissez l'histoire. Et mine de rien, c'était une vraie révolution, parce qu'il faut bien comprendre qu'on était passé en gros de l'annuaire papier, hein, dans les cabines téléphoniques, il y avait des bottins jaunes, on pouvait faire des recherches manuelles, et on se retrouve avec une petite boîte avec un écran et un clavier sur lequel on peut faire des recherches d'annuaire inversé avec un numéro, hein. Donc ça a dû être un peu les visiteurs à l'époque, les gens qui se retrouvent avec ça dans les mains. Et c'est vraiment une double révolution à l'époque, puisque
c'était une volonté vraiment gouvernementale, puisque les terminaux étaient fournis quasiment gratuitement à la population française. Enfin, bien comprendre ça. Résultat, donc, il y a eu un gros pic effectivement au plus fort de l'utilisation du Minitel en 95, où il y avait 20 millions d'utilisateurs en France, avec 6,5 millions de terminaux qui étaient dans les foyers, et en ligne, 25 000 services disponibles. Quasiment tous les types de services qu'on connaît aujourd'hui et qu'on voit sur Internet, hein, de la météo aux paris en ligne, aux jeux d'échecs, etc., évidemment jusqu'aux sites libertins et rencontres et autres, avec le fameux 3615 ULA que vous pourrez retrouver en cherchant sur Internet si vous voulez en faire un peu d'histoire. Et donc, le principe de fonctionnement, c'était très simple. Il y avait une page d'accueil qui servait d'explorateur de site. On pouvait taper une question pour dire je cherche un site qui fait ci, qui fait ça. Donc, il y avait déjà un petit peu, on va dire, de l'IA. Hein. Et puis après, on trouvait le site et on pouvait rentrer sur le site en tapant simplement le code, donc 3615, 3616, 3618, ça dépendait. Et puis le nom du site, c'était un code. Donc, par exemple, effectivement, si à l'époque Bilix existait, on aurait pu ouvrir notre site 3615 Bilix pour permettre, par exemple, aux futurs candidats de postuler à nos annonces d'emploi pour venir travailler joyeusement chez Bilix. Voilà. Donc, je vous ai mis, pour le fun, j'ai pas pu résister quand même, la copie d'écran du site 3615 ULA, n'est-ce pas, sur lequel est mentionné effectivement là que, à l'époque, il y avait vraiment des licornes françaises autour du Minitel. Hein, chaque site qui est une société qui mettait à disposition ces données. Voilà. Alors, révolution mondiale, c'est-à-dire que c'était la première base d'information et même pas forcément statique, dynamique, où on pouvait interagir au monde et accessible au public. Les autres, ils continuaient à se déplacer en agence, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Et il n'y a qu'en France qu'on avait un système qui permettait de réserver des billets de train depuis chez soi, avec un terminal fourni par l'État. Donc là, c'est vraiment une grosse date. Voilà. Et le service donc a fermé le 30 juin 2012. Il restait à ce moment-là encore, je crois, 600 ou 700 000 Minitel en activité dans les foyers. Et c'était la fin du Minitel, voilà, avec l'utilisateur de base, n'est-ce pas, qui dépité de ne plus pouvoir accéder à son site de rencontre préféré, 3615 ULA. Allez, je passe à la deuxième date vite fait. Hop. Donc, c'est ce que j'ai appelé, moi, l'enfant terrible, que tout le monde connaît, évidemment, c'est le web, hein, le World Wide Web. 1990, donc là, c'est deux co-inventeurs, un Britannique et un Belge, Tim Berners-Lee et Robert Caillot. Alors, Tim Berners-Lee était informaticien qui travaillait au CERN, hein, le commissariat à l'énergie atomique. Il avait du temps à perdre le soir et puis surtout on lui demandait il trouvait que le système de partage d'informations et de documents structurés n'était pas terrible, donc il s'embêtait, il a inventé le web. Donc le gars il a inventé le web, donc les adresses sous forme d'URL. Il a inventé le protocole HTTP au passage, le deuxième jour, et puis le langage HTML. Tiens, voilà, à la fin de la semaine. Je résume, hein, mais un peu le personnage. Et c'est de là que c'est parti. Et Robert Caillot, donc, qui était en Belgique, lui a permis de passer ça à l'échelle industrielle et de permettre d'en faire une réalité. Ça a démarré petit à petit. Voilà, il y a une petite fresque à gauche qui vous montre un peu les grosses dates, avant et après même l'apparition du web, hein, de l'Internet, jusque Bing, etc., que vous connaissez bien. Et on retrouve toujours donc notre petit site Bilix, n'est-ce pas, pour illustrer comment on fait pour accéder à un site. Donc on n'est plus sur 3615 Bilix, on est sur https bilix.fr. Un site pris au hasard pour illustrer. Voilà. Allez.
Donc, ce qu'on va voir, ce que vont vous présenter Alexis et Amaury, moi je considère, et je ne suis pas le seul à le considérer, que c'est, on va dire, une troisième révolution. Moi j'appelais ça le petit frère prodige. Donc, ce n'est pas un concurrent du web, qu'on se trompe pas, c'est vraiment quelque chose qui vient se rajouter, qui est complètement nouveau, complètement addict, on va dire, et assez magique, et qui vient enrichir le web. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des interactions avec les sites internet et faciliter l'accès. Voilà, donc il y a plein de bienfaits. Alexis et Amaury vous expliqueront tout ça en détail. Donc à nouveau, c'est voilà, une découverte, une innovation française. Grosso modo, c'est 20 ans d'efforts pour Amaury et Alexis, et ils ont réussi. Alors, ils ont réussi quoi? À mettre en place, et donc à définir et à mettre en place carrément un nouveau standard Internet et une technologie associée. Donc, les adresses Frogance. Donc là, je vous ai mis un exemple avec Billix. Donc, les adresses Frogance, elles ont cette tête. C'est Billix, quelque chose, étoile, quelque chose. Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose à saisir. Et aussi un langage FDSL pour pouvoir écrire les pages des sites, les fameux petits sites, comme le langage HTML avait été inventé pour pouvoir écrire les pages qui se téléchargent sur l'ordi pour pouvoir afficher les sites. Alors, vite fait, on passe sur les petits tips qui sont en bas, qui vous expliqueront mieux que moi, Amaury et Alexis. On a un nouveau standard Internet, on a un système d'adressage qui est dédié, qui change, on n'est plus sur www. On a une technologie qui est vraiment citoyenne, au sens où on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le light code et surtout le light data. Nous vous expliquerons ça. Vraiment, il y a un gros effort sur le minimum d'échange de données pour que l'utilisation d'Internet soit la plus écologique possible. Et aussi une sécurité, on va dire, native de la technologie, pour éviter tout ce qui est cookies, machin, trucs pas sympas qu'on a sur l'Internet classique. C'est quelque chose qui est compatible tout support, donc on écrit le site une seule fois. Pas besoin d'avoir 3 ingénieurs avec 3 technologies différentes pour pouvoir être présent sur le portable, sur le métaverse et sur la télévision. Et donc, j'avais noté effectivement, ça je ne sais pas, ça sera vérifié, on verra. Nous dirons si effectivement, je suppose que ça doit être prêt aussi sur les devices ou les futurs devices holographiques qui commencent à sortir aujourd'hui. Il y a des ordinateurs aujourd'hui, des PC portables proposent l'option holographique carrément. On a un navigateur, bon, du moins ce qu'il en reste, une petite pastille qui sert de navigateur et qui est gratuite et qui est fournie directement par la technologie. Et on a une révolution de présentation au niveau des sites, c'est-à-dire qu'on a des petites pastilles, des petits magnettes qui prennent un peu les formes qu'on veut, ça dépend de l'imagination du designer, et qui sont persistants à l'écran, donc ils viennent se mettre par-dessus les applications, mais qu'on peut déplacer à son gré, mettre dans un coin, rapetisser et ranger, et même éviter de fermer quand on a fini de travailler, puisque derrière, tant qu'on ne s'en sert pas, ça ne consomme pas de données. Voilà. Vraiment très, 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 très peu. Et voilà, cerise sur le gâteau, vous verrez pendant la démo, donc il y a deux modes des sites, un mode vignette, justement quand il est petit, pour pouvoir continuer à afficher des informations, et puis un mode un peu plus grand où on voit le détail. Voilà, alors c'est fait pour, ça on le verrait, pour faire de l'Internet léger, c'est pas fait pour présenter tout le catalogue d'articles.com ou de Leroy Merlin, d'accord? C'est un usage bien particulier, mais qui est à inventer. Voilà. La techno arrive, elle est là. On ne doute pas que tout le monde va se mettre dessus pour inventer des besoins et faire naître et faire prospérer l'utilisation de la techno. Voilà. Écoutez, après cette introduction un peu longue, désolé, je vais passer la main à Alexis et Amaury. Merci Frédéric.
leur projet et leur techno. Et vous faire Merci pour ton intro. Écoutez, ravi d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Amaury Grimbert et Alexis et moi, donc, en 2 mots, nous sommes effectivement les co-inventeurs au départ du concept Frogans et ensuite, depuis plusieurs années, rejoints par une équipe fort sympathique et qui a participé à la construction de ce standard ouvert sur Internet et tout son environnement juridique. Il y a plein de choses qui vont bien au-delà que de la techno. Et donc Alexis, et moi dans notre binôme avec Alexis, j'ai plutôt l'aspect développement, gestion du projet et développement sur les plans administratifs, financiers et autres. Et Alexis est ingénieur télécom et c'est lui qui est l'architecte avec l'équipe de la solution d'une manière générale. Alexis, je te laisse peut-être démarrer. Merci. Bonsoir à tous. Merci de participer donc à cette présentation. Donc, merci à Lauriane et à Frédéric pour leur introduction. Donc, comme disait Amaury, donc, nous sommes les 2 cofondateurs de ce projet qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, tout de suite, peut-être par rapport à la présentation elle-même, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure si vous voyez un sujet qui vous intéresse particulièrement pour qu'on puisse profiter du passage du passage sur ce sujet pour le développer un petit peu avec vous. Et en gros, écoutez, ce qu'on va essayer de partager avec vous, c'est un petit peu l'enjeu du projet à notre niveau. Donc, je pense que ça a été bien présenté par Frédéric, mais on va essayer de reprendre un peu ce perspective sur son développement et les buts que nous souhaitons atteindre dans ce projet. Puis ensuite, vous présenter donc rapidement, mais quand même de manière assez précise, l'interface utilisateur qui va résulter en fait de l'utilisation de cette technologie, puisque là, on a quelque chose d'assez innovant à présenter, dont on pense que ça va répondre à des besoins à la fois des éditeurs de contenu d'un côté et aussi des utilisateurs finaux. Donc là, il faut qu'on vous présente assez précisément ça. Et puis ensuite, on passera à la partie plutôt backstage, c'est-à-dire comment ça marche, comment on peut l'utiliser, enfin, quels sont les modèles qui sont derrière. Donc notamment, c'est bien sûr un modèle de standard ouvert qui va permettre à tout acteur dans l'industrie informatique de pouvoir utiliser cette technologie. Et là, typiquement, contrairement à ce qui a probablement été une des causes des limites que le Minitel a rencontrées, au-delà des pixels, j'ai vu que quelqu'un a parlé des pixels tout à l'heure, c'est aussi le fait que le modèle que défendait à cette époque France Télécom était un modèle fermé finalement de technologie propriétaire avec un hardware propriétaire. Et évidemment, le web a fait exploser ce concept-là en montrant qu'avec une technologie ouverte, on pouvait aussi présenter au monde entier un système, un médium de communication très pratique. Alors, c'est en cela qu'effectivement, c'est dans cet esprit du web en fait qu'on a développé ce projet, donc avec une approche ouverte, des technologies ouvertes et en même temps une capacité de réaliser cette technologie avec un business model derrière pour qu'on puisse effectivement, ce projet se perde pas ou se perde pas ou se dilue à un moment donné s'il n'avait pas de financement. Donc on a aussi mis en place un modèle économique autour, mais qui respecte les acteurs de l'écosystème le plus possible. Alexis, comme il y a déjà quelques questions, notamment Jean-Louis, je propose qu'on fasse un peu la démo avant et qu'on y réponde. Je les vois, oui, tout à fait. Au fur et à mesure. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Jean-Louis, on va répondre. Donc Jean-Louis, on va répondre. Et on ne fait pas de placement de produit, puisque justement, j'ai vu la remarque amusante, mais puisque effectivement, ce projet est en fait, on n'a rien à vendre dans ce projet-là, puisque en fait, on apporte une technologie qui est donc diffusée sous la forme d'un standard ouvert. Et la seule chose qui sera payante dans cette technologie, je le dis tout de suite, c'est simplement qu'il y a l'équivalent d'un nom de domaine qui s'appelle une adresse Frogans dans cette technologie, et c'est la seule chose qu'il faut régler pour pouvoir publier un site sur Internet et avoir envie de le voir. Donc c'est exactement la même chose que pour le web, c'est pas fermé et ça permet à n'importe qui de publier. Et le prix d'une adresse Frogans, c'est exactement le prix le plus bas possible d'un nom de domaine, donc on est absolument indolore en termes financiers. Donc en revanche, comme le disait tout à l'heure Frédéric, on est dans une phase, cette année 2023 est une étape très importante pour le projet, puisque c'est une charnière vers la diffusion de cette technologie, la mise à disposition de cette technologie pour le public et les développeurs et l'ensemble des acteurs.
Et donc, évidemment, on se prépare à présenter partout dans le monde, on va dire, cette technologie pour permettre aux acteurs de la comprendre et de l'adopter s'ils le souhaitent. Voilà, alors le web, c'est pas fait en un jour. Hein. Le web, il a mis quand même quelques mois et années à mûrir et à décoller. Donc nous, mais il est arrivé avec très peu d'utilisateurs sur Internet. Dans les années 90, il y avait finalement assez peu d'utilisateurs. C'était des utilisateurs plutôt professionnels ou des chercheurs, etc., des universitaires. Et donc, c'est pas exactement la même introduction sur le réseau Internet aujourd'hui d'un médium, puisque aujourd'hui, il y a des milliards d'utilisateurs, des milliards de sites et des très nombreux acteurs, évidemment, qui utilisent ce médium web comme on utilise de l'électricité. Donc voilà, donc on introduit un deuxième réseau électrique, on pourrait dire, si je suis de la métaphore, et il faut donc aussi lui donner un petit peu d'explication pourquoi on aurait besoin d'un deuxième réseau en parallèle, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change dans les métiers. On va voir pas grand-chose, en fait, en vrai. Et aussi, mais en revanche, on a une situation différente, c'est que l'adoption peut être très rapide, puisque finalement, pour faire un site Frogance, on va le voir, mais en fait, on utilise des technologies qu'on a déjà en place. On utilise des technologies serveurs qu'on a déjà en place. Et la seule chose qui change, ou qui s'ajoute, on va dire, bien sûr, ce sont des langages pour faire le langage FSDL en particulier pour faire des sites Frogance, mais il y en a d'autres aussi qui sont impliqués. Et puis en même temps, un navigateur qui est séparé du navigateur web pour des questions de protection de la vie privée, de sécurité, etc. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de regarder pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous avons réalisé en fait un petit film qui peut faire gagner. D'ailleurs, voilà, ce que je vous montre ici là sur l'écran, pardon, c'est la page d'accueil du site de F2R2. Donc F2R2, c'est la société qu'Amaury et moi dirigeons, et c'est celle qui en fait est à l'origine du financement de l'ensemble du projet, puisque c'est une entreprise qui se prépare demain à servir de registre pour les adresses Frogance, en fait, dont on a parlé tout à l'heure. Et à côté de cette société, il y a une entité plus grande qui s'appelle l'OP3FT, et je vous la présenterai tout à l'heure. Je vous montre juste les logos pour que vous les ayez en tête. Et donc, c'est un projet qui est porté par deux structures, donc cette société F2R2, et puis OP3FT, donc, qui est une organisation de standardisation que nous avons créée, une organisation ad hoc qu'on a créée pour la technologie Frogance, de même qu'il existe pour le web le W3C, qui a exactement la mission équivalente. Et cette organisation OP3FT, donc c'est elle qui développe le standard et qui le diffuse sous la forme d'un standard ouvert. Et donc là, je vous montrais le site d'F2R2 qui a récemment, et c'est comme ça, je pense qu'on a rencontré Frédéric, qui a récemment fait une levée de fonds auprès du public pour que, toujours dans cet esprit de très grande ouverture du projet, eh bien, au lieu de réserver le financement de cette société à des fonds, etc., eh bien, en fait, on l'a ouvert au public. C'était comme ça beaucoup plus ouvert. Et donc, le site web f2r2.fr, c'est la trace de cette levée de fonds auprès du public, voilà, qui s'est terminée au mois de février. Donc, voilà, donc je vous montre, hein, si vous êtes d'accord, je vous montre donc une petite vidéo qui va durer, vous voyez, 8 minutes et qui va vous présenter donc l'expérience utilisateur des sites Frogance, comparativement évidemment à celle du web et d'un point de vue de l'utilisateur final. Donc on va voir les sites Frogance dans un environnement d'ordinateur, on va les voir aussi dans un environnement de téléphone, et puis je vous montrerai après une autre vidéo pour vous montrer dans un environnement plus immersif, sur lequel évidemment on travaille aussi. Donc je vais passer, si Amaury, tu peux me confirmer qu'on entend bien le son quand je vais passer en plein écran, Oui. Ce serait super. Sinon je couperai mon micro pendant la vidéo. Et moi aussi je couperai le micro pour pas que ça... Voilà. Tu as lancé, Alexis? Ah, on n'a pas le son, Alexis. Pardon, donc j'ai un petit problème technique, comme on a pu le voir, puisque donc il ne faut pas que... Je suis actuellement devant mon écran. Il ne faut donc pas que je coupe le son. Voilà. Ça, Voilà, pardonnez-moi. On y retourne. Et donc, on est toujours devant
l'ordinateur. C'est l'écran d'un ordinateur sous Linux, mais ça pourrait être exactement pareil avec un ordinateur Mac ou sous Windows. Ce que j'utilise habituellement sur mon ordinateur, c'est par exemple des applications de traitement de texte ou de tableur. Mais j'utilise aussi bien sûr énormément mon navigateur web. En l'occurrence, j'utilise Chrome, mais ça pourrait être aussi Safari, Firefox, Edge, etc. Grâce à lui, je peux naviguer sur des sites web et accéder ainsi à énormément de contenu et de services. Ceci étant dit, je rencontre quelques problèmes. Par exemple, je ne peux pas facilement naviguer sur des sites web et en même temps travailler avec mes autres applications, car les fenêtres sont trop grandes et je dois passer de l'une à l'autre pour pouvoir les utiliser confortablement. De plus, je trouve que comme les sites web sont tous enfermés dans la fenêtre rectangulaire du navigateur, ils finissent par se ressembler un peu tous malgré leur contenu différent. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un seul site web à la fois. Si je veux en utiliser plusieurs en même temps, je suis obligé d'utiliser des onglets et de passer de l'un à l'autre. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que quand je veux utiliser un même site web sur mon smartphone, je n'ai pas le même contenu qui s'affiche. Les liens et les boutons sont à des endroits différents et certaines fonctions ont été retirées, certainement parce que l'écran est trop petit. Et aussi, il faut beaucoup défiler. Le passage de mon ordinateur à mon smartphone et vice-versa n'est pas fluide. Du coup, je suis souvent obligé de télécharger et d'installer une app sur mon téléphone. Mais je n'ai pas la place ni le temps d'installer une app pour chaque site web que j'ai envie de visiter. Un autre aspect que je trouve plutôt dur avec les sites web, c'est toutes les difficultés que j'ai pour protéger ma vie privée. Il y a bien des avertissements sur tous les sites web que je visite à propos des cookies, et on me donne bien la possibilité de les paramétrer, mais comme c'est difficile et long de faire les réglages proposés, je finis par tout accepter. Je n'ai pas vraiment le choix. Et puis si par malheur j'essaie de faire des réglages de vie privée dans mon navigateur, je tombe sur des choix et des options encore plus complexes. Et c'est exactement la même chose avec les réglages de sécurité. Je tombe sur des informations techniques que je ne comprends pas et j'ai peur de faire des mauvais choix. Mais je vois bien que l'Internet n'est pas limité au site web. Il y a de nombreuses autres applications qui apparaissent régulièrement et que je peux utiliser, comme Zoom, Skype, WhatsApp, TikTok et bien d'autres. À ce titre, une nouvelle application va bientôt apparaître sur Internet, qui s'appelle Frogance. Frogance va me donner accès à un nouvel espace de contenu sur Internet, avec un nouveau type de sites qui ont une apparence très différente des sites web et des autres applications. Les sites Frogance vont m'offrir énormément d'avantages et de possibilités. Après avoir téléchargé et installé sur mon ordinateur Frogance Player, un logiciel gratuit, j'ai immédiatement accès à tous les sites Frogance disponibles. Frogance Player se présente sous la forme d'une petite pastille sur mon écran que je peux déplacer où je veux. À partir de cette pastille, je peux entrer l'adresse d'un site Frogance pour le faire apparaître sur mon écran. Une fois que le site Frogance est ouvert, je vois que je peux aussi facilement le déplacer où je veux. Je remarque d'ailleurs qu'il se réduit automatiquement quand je l'approche d'un bord de l'écran et que son apparence change à ce moment-là pour rester visible. Mais un site Frogance n'est pas qu'une icône. Je peux naviguer dedans pour trouver des informations, voire pour faire un achat si je le souhaite. Ce qui me frappe tout de suite aussi, c'est que le site Frogance n'est pas enfermé dans une fenêtre rectangulaire. Il a une forme libre et il flotte comme par magie sur mon écran, au-dessus des autres applications. Quand je déplace une autre application, on voit que le site Frogance reste au premier plan, toujours prêt à être utilisé. Je peux bien sûr ouvrir plusieurs sites Frogance en parallèle sur mon écran. Sur cet exemple, au centre, je découvre une chaîne de restaurants spécialisés, sa carte et son ambiance. Sur cet autre exemple, je découvre un sculpteur et ses créations. Au passage, je vois qu'un site Frogance peut changer de forme quand on navigue dedans. Je peux aussi utiliser un site Frogance pour suivre des informations en temps réel. Par exemple, sur ce site Frogance, à gauche, je peux suivre des résultats de tennis. Et même lorsque le site Frogance est réduit sur un bord de mon écran.
Sur cet autre site Frogans, en bas à gauche, je peux suivre l'évolution du CAC 40 au cours de la journée et accéder à d'autres informations financières. Depuis ce site Frogans, je peux aussi ouvrir directement un autre site Frogans de la même famille qui me renseigne, par exemple, en parallèle sur l'évolution du Nasdaq. Ce qui est donc très pratique, c'est que je peux utiliser plusieurs sites Frogans en même temps et je peux les organiser comme je veux sur mon écran. Et je peux même utiliser des sites Frogans pendant que j'utilise une autre application. À tout moment, je peux donc garder un œil sur mes sites Frogans préférés et voir si quelque chose se passe, comme une promotion qui pourrait m'intéresser. Par rapport au site web, je vois que les sites Frogans ont un autre avantage, qui est de s'afficher à l'identique sur mon smartphone ou sur ma tablette. Tout au long de la journée, chez moi, dans les transports ou au bureau, je peux donc passer d'un écran à l'autre sans aucun effort. Et comme les sites Frogans sont beaucoup plus légers que les sites web, bien moins de données sont transportées quand je navigue, ce qui respecte l'environnement. De plus, ma vie privée est protégée sur les sites Frogans. Notamment, contrairement aux sites web, il n'y a aucun cookie dans les sites Frogans. Et d'une visite à l'autre d'un site Frogans, je ne suis reconnu que si j'ai mis ce site Frogans dans mes favoris. Je n'ai aucun réglage de vie privée à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Et pour ce qui concerne ma sécurité, c'est celui qui publie le site Frogans qui détermine le niveau de sécurité nécessaire en fonction du contenu. Par exemple, ma banque choisira un niveau de sécurité maximum. De mon côté, je n'ai aucun réglage de sécurité à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Les usages des sites Frogans sont infinis, dans tous les secteurs et sous toutes les formes possibles. Mais même si les sites Frogans ressemblent un peu visuellement à des widgets de bureau, les sites Frogans ne sont pas des widgets de bureau. Les sites Frogans sont des contenus publiés sur Internet dans lesquels on navigue, et ce ne sont pas des logiciels que je dois télécharger à mes propres risques. Les sites Frogans peuvent exister indépendamment des sites web, mais les sites Frogans peuvent aussi fonctionner main dans la main avec des sites web. En effet, je peux facilement passer d'un site web à un site Frogans par un simple lien. Et ensuite, si je vais naviguer sur d'autres sites web, ou même si je ferme entièrement mon navigateur web, par exemple pour utiliser une autre application, le site Frogans me permet de retrouver le site web de départ que j'ai perdu de vue par un simple bouton. Pour trouver des sites Frogans disponibles, j'utiliserai des moteurs de recherche comme Google ou Quant. Et pour faire connaître des sites Frogans à mes amis, je pourrais très facilement leur envoyer l'adresse du site Frogans par email, WhatsApp, Twitter, Facebook ou par tout autre moyen. Voilà, alors j'espère que vous avez entendu le son cette fois correctement. Alors, donc cette première, j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont arrivées, donc je vais essayer de les traiter au moment où on va, comme ce sont des questions un peu techniques, je vais les traiter dans quelques minutes, une fois qu'on sera sur cette partie-là, pour aller juste un petit peu au bout de l'exposé. Ce qu'a montré cette vidéo simplement, donc c'est effectivement l'expérience telle qu'elle est ressentie par l'utilisateur. Donc on voit qu'on n'est pas dans un monde isolé du web, évidemment, c'est un monde où toutes les technologies concourent à établir des communications entre des éditeurs de contenu et des internautes. Je dirais juste un point qui aussi est intéressant, c'est un point autour des extensions aujourd'hui. Donc tout à l'heure, Frédéric parlait d'holographie ou de nouveaux devices et de nouvelles interfaces pour pouvoir interagir avec des contenus. On a aussi travaillé, on est en train de travailler en fait sur une version du logiciel Frogans Player pour pouvoir interagir avec des sites Frogans dans des environnements virtuels. Donc typiquement, alors des environnements virtuels ou des environnements à réalité augmentée. Donc là, j'ai une petite vidéo que je peux vous montrer rapidement. Alors celle-là, elle dure 30 secondes, 40 secondes, et qui va simplement vous montrer un aperçu de ce qu'on cherche à faire aujourd'hui aussi pour compléter encore et étendre encore la capacité de naviguer avec des sites Frogans dans tous les environnements où il y a un écran devant lequel il y a un utilisateur avec des possibilités d'interaction. Donc voilà quelque chose que je vous montre rapidement. Donc vous allez reconnaître les sites Frogans probablement qui ont été montrés tout à l'heure. Voilà un premier site Frogans sur lequel... Alors on a choisi un environnement 3D quelconque, et on retrouve un peu les sites Frogans qu'on a vu dans l'autre vidéo, mais pris dans un environnement virtuel. Et là, on voit donc une possibilité d'interaction
de l'utilisateur sur ces mêmes sites. Et avec une variation de l'effet de bord d'écran sur le bord d'un objet. Mais effectivement, l'intérêt étant d'avoir exactement le même site Frogance au pixel près, avec le même niveau d'interaction possible dans ces environnements. Voilà, alors on a effectivement travaillé là-dessus parce que l'actualité nous y obligeait un petit peu, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces depuis 18 mois autour de ça, mais ça fait partie de notre... ça fait partie en fait de l'ADN de ce projet, en fait, de considérer que le site Frogance doit en fait être accessible sur tous les écrans connectés. Voilà, donc à chaque fois, on trouve, vous avez vu sur le mobile, vous avez vu sur des écrans d'ordinateur, ça peut être des Mac, des Linux, des Windows, d'arriver en fait à présenter la même expérience aux utilisateurs, enfin disons qu'une expérience, le même contenu avec la capacité d'interagir, et pour les éditeurs de contenu, donc les libérer complètement des contraintes du device, en fait. C'est-à-dire de se dire, finalement, je fais un site Frogance, je le publie sur Internet, on va voir comment, là, tout de suite, et ensuite, je le rends accessible n'importe où, à partir du moment où il y a un logiciel qui est disponible pour naviguer dessus. Voilà, et c'est l'OP3FT, je le dis au passage, c'est l'OP3FT, donc cette organisation de standardisation, qui a dans ses missions la mission d'implémenter justement le logiciel Frogance Player et de le distribuer gratuitement. Alors, il y a une question qui est passée autour de ça, donc je peux y répondre tout de suite sur la gratuité du logiciel. L'OP3FT a été créé, donc ça a été créé par Amaury et moi, il y a une dizaine d'années pour justement stabiliser intégralement le projet dans sa promesse de rester un standard ouvert et d'être éternellement gratuit. Et effectivement, les statuts de l'OP3FT, donc qui est un fonds de dotation établi en France, donc qui a une mission d'intérêt général, hein, comme tous les fonds de dotation. Eh bien, cette mission donc inclut donc la distribution la développement et la distribution de ce logiciel irrévocablement de façon gratuite et avec au-delà de ça même des protections de la vie privée qui sont aussi statutaires. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur op3ft.org et aller consulter les statuts de l'OP3FT, notamment la partie, l'article 5, qui est très complet sur la feuille de route que doit suivre l'OP3FT en matière de standardisation, de respect des standards ouverts, de ne pas dépendre d'une technologie propriétaire et de garantir un accès à cette technologie. Quant au logiciel lui-même, donc il est développé par l'OP3FT, il peut être aussi développé par d'autres entités avec une réserve simplement, c'est que pour protéger les utilisateurs finaux, la distribution in fine du logiciel passe par l'OP3FT qui comme ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de méchanceté dans le logiciel et qu'il respecte les standards. Donc voilà, c'est un modèle un petit peu nouveau, mais qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour protéger les internautes contre le téléchargement de logiciels non légitimes. Voilà, donc c'est ouvert, mais avec une modération, on va dire, permettant justement aux éditeurs tiers de contribuer ou de fabriquer des logiciels, mais en même temps, une garantie que l'OP3FT apporte aux utilisateurs finaux du monde entier qu'ils sont protégés. Voilà, donc, mais tout ça se faisant dans un mode ouvert et transparent. Voilà, l'OP3FT travaille avec des consultations publiques. Vous voyez, elle a une entité qu'elle a créée déjà en Chine et elle est en train de créer une entité aux États-Unis justement pour pouvoir continuer à faire ce développement. Donc développement logiciel, mais aussi évidemment développement de standards, c'est-à-dire donc de spécifications techniques que l'industrie et tous les utilisateurs pourront utiliser librement. Alexis, voilà. Tu étais sur la licence. Simplement, il y avait une question de Frédéric. Faut-il installer un runtime en local pour faire ça? C'est un peu technique, mais est-ce que tout de suite, tu peux peut-être… Alors, il y a juste en fait le logiciel Frogance Player. C'est simplement un logiciel comme Firefox, en fait, c'est vous le téléchargez et soit vous le jouez en local, enfin, soit vous le jouez sans l'installer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous voulez tester, vous allez sur soit f2r2.fr, il y a une version que je vais vous montrer, là, que je suis en train d'utiliser. Et là, je fais apparaître en haut à droite le logiciel. Je vais aussi faire apparaître, tiens, on va reprendre je fais apparaître le château Séronce là qu'on a vu et sur lequel on peut naviguer. Donc, vous avez une version du logiciel qui est une version de démonstration, mais qui fonctionne. Hein. Il navigue sur Internet, effectivement, qui est sur f2r2.fr. Et pour les développeurs, il y a, à terme, c'est l'adresse, c'est le nom de domaine get.frogance qui est la porte d'entrée
officiel pour télécharger Frogance Player partout et sur toutes les plateformes. Si c'est un logiciel qui est dans l'App Store, ça renvoie vers l'App Store en fonction de votre, au moment où vous consultez, de votre navigateur, pour vous envoyer au bon endroit pour télécharger. Voilà, donc vous voyez au passage que, donc si je peux vous le montrer là, si je tape get.frogance, voilà, vous voyez, vous arrivez à download Frogance Player et actuellement, vous ne pouvez télécharger qu'une version pour les développeurs. C'est une version donc pour les développeurs, donc c'est pas une version grand public, mais enfin c'est pas non plus inutilisable, c'est assez simple. Et donc vous voyez que l'adresse officielle, c'est bien cette adresse. Et pour télécharger le player, vous voyez ici, là il y a une petite pastille get.frogance. C'est le badge universel au niveau international qui va servir justement pour permettre aux internautes d'aller chercher une version sécurisée sous contrôle de l'OP3FT. Donc, vous pouvez faire ces tests vous-même et donc vous voir cela. Donc, alors, est-ce que c'est un runtime? Non, c'est juste un logiciel en fait qui tourne. Et simplement, si on va donc dans le fonctionnement rapide, je vais essayer de pas trop vous saouler, mais en même temps, il y a des questions assez techniques, donc je pense qu'il faut y répondre. Donc, je vais vous montrer un petit peu juste comment fonctionne Frogance techniquement en 2 mots. Alors, est-ce que vous voyez assez bien? Je vais peut-être agrandir un peu plus. Puis après, on reprendra un peu les questions en batterie. Donc, le fonctionnement des sites web, je le rappelle très vite, le navigateur web que j'ai utilisé tout à l'heure. On rentre une adresse, un nom de domaine. Le nom de domaine donc, est résolu. Donc, c'est l'étape 2, le nom de domaine est résolu auprès d'un serveur DNS qui va permettre finalement d'obtenir la localisation du serveur de contenu, donc à travers son adresse IP typiquement. Donc, le serveur web qui va héberger donc, j'ai un petit écho à Maurice, si tu pouvais éventuellement couper ton micro, je ne sais pas si c'est le tien ou pas. Merci. Voilà, donc le site web, donc le contenu est hébergé sur un serveur web, donc typiquement un serveur qui répond au protocole HTTP, donc c'est plutôt 1.1 aujourd'hui, et 2, etc. On a plusieurs versions depuis le 0.9 que j'ai vu dans le chat. Donc effectivement, le contenu, donc ensuite, une fois que la location est faite, donc le navigateur web va télécharger finalement une par une les pages et les ressources d'une page pour pouvoir les afficher, les dessiner, les afficher. Donc on va utiliser effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, donc le HTTP, avec évidemment maintenant des protocoles de sécurité qui se sont superposés. Avec des cookies aussi qui nous ennuient un petit peu, et puis évidemment des formats de contenu HTML, CSS, JavaScript qui permettent le rendu. Et puis, et ça pose pas mal de problèmes actuellement, la possibilité dans la page qu'on vient de télécharger de demander au navigateur de se connecter à d'autres serveurs, à des serveurs tiers pour pouvoir télécharger des ressources, afficher par exemple de la publicité, mais ça peut être des images ou opérer des opérations de traçage, etc. Donc voilà l'architecture du web, un peu résumé, mais enfin globalement c'est à peu près ça. Avec quand on se connecte au serveur web, un niveau de sécurité qui est fixé au moment de la connexion, c'est-à-dire les protocoles qui vont être choisis, échangés, sont mis en place entre le navigateur web et le serveur web. Dans Frogance, en fait, on a une architecture, là je viens de passer au slide suivant, on a une architecture pareille, donc il y a un logiciel qui est Frogance Player, donc qu'on a vu, et il y a des adresses Frogance. Donc là, tout à l'heure, on a vu Billix étoile quelque chose. Là, les adresses Frogance, on va dire de base, commencent par Frogance étoile ou Frogance écrit dans un script, dans un système d'écriture à travers le monde, donc en chinois, en hébreu, en arabe, en tout ce qu'on veut. Et donc, on entre l'adresse. Il y a une résolution sur un serveur FNS. Donc là, on va voir que c'est un peu notre société F2R2 là, qui commence à s'occuper de certaines choses. Et on va récupérer, au moment de cette résolution, en fait, une configuration, plus qu'une localisation du serveur du site Frogance, une configuration complète du site qui a été définie par l'éditeur, donc c'est-à-dire l'auteur, le propriétaire du site. Puis ensuite, donc, on va avoir une étape sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est en fait une capacité, en fonction de la configuration, une capacité de l'utilisateur de confirmer ou de ne pas confirmer l'ouverture d'un site. Par exemple, on peut se retrouver avec des sites qui ont été édités pour certains pays plutôt que d'autres, et à ce moment-là, si c'est le cas, l'utilisateur peut avoir est notifié des limitations géographiques et doit donc décider de ne pas y aller s'il n'est pas dans le bon pays. Il n'y a pas de contrôle automatique, mais il y a une information. Pareil pour des contenus
qui serait réservé aux adultes. C'est à cet endroit-là que le problème est réglé aussi, parce qu'en même temps, les parents peuvent régler une fonction sur Frogance Player pour empêcher justement l'accès à des contenus pour adultes qui sont caractérisés donc, dans la configuration par l'éditeur, bien sûr. Puis ensuite, donc ça c'est la partie ouverture, et ensuite on accède au contenu en naviguant donc, sur un serveur de site Frogance, qui correspond donc à une adresse, bien sûr, et avec alors plusieurs choses qui caractérisent, je dirais, par rapport au web, le paradigme de publication, on va dire, c'est que, alors pour rassurer un peu l'industrie, bien en fait, les serveurs de site Frogance vont aussi fonctionner au-dessus de protocoles connus. Donc, on va pouvoir utiliser les protocoles HTTP, TLS, etc. C'est sûr. On pourra aussi utiliser les protocoles de demain, puisque, par exemple, la configuration technique va permettre de changer de protocole de communication sur un site donné, sur un site Frogance donné. Et bien, comme c'est l'éditeur qui fixe son protocole, s'il a envie de changer de protocole, il peut le faire absolument sans que ça se voie et de manière tout à fait fluide, en modifiant sa configuration. Et donc, pour notamment améliorer son niveau de sécurité, en décidant quel protocole, quel type de clé il veut utiliser, etc. Alors, donc l'ouverture se fait comme ça, avec un niveau de sécurité déterministe, c'est-à-dire qu'en fait, on sait d'avance quelle est la configuration de sécurité. Donc, ça veut dire que si on ne l'atteint pas au moment où on fait la petite flèche 4, parce que, je ne sais pas, il y a un man in the middle, quelqu'un qui essaye d'affecter la qualité de la communication et notamment de niveau de sécurité, eh bien en fait, le Frogance Player, le logiciel, a obligation de cesser la communication, d'interrompre la communication et de ne pas poursuivre. Donc ce déterminisme va énormément aider les éditeurs en fait, à maîtriser parfaitement le niveau de sécurité des communications. Alors, il n'y a pas de cookies dans Frogance, on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, donc on pourra revenir sur ces points-là. Donc, il y a évidemment des systèmes pour assurer pour permettre d'avoir un contexte de navigation, bien entendu, c'est essentiel, mais en revanche, il n'est pas conservé, effectivement, si les gens ne mettent pas le site dans leurs favoris. Voilà, et puis il y a un langage qui s'appelle le FSDL, en fait, qui fait à peu près tout à cet endroit-là. Le paradigme aussi très important, c'est l'absence de connexion à des serveurs tiers, c'est-à-dire que quand Frogance Player communique autour d'un site, il ne se connecte qu'au serveur du site Frogance, et en aucun cas des serveurs tiers, ce qui veut donc dire que, d'abord, ça assure un niveau de confidentialité très fort, puisque il n'y a pas d'échange autre qu'avec l'éditeur du site. Et s'il y a des besoins d'agréger des contenus, eh bien, c'est au niveau du serveur du site Frogance qu'il faut réaliser cette agrégation et l'organiser. Voilà, donc, alors, ça permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, mais ça le fait dans le respect des réglementations européennes et quasiment mondiales maintenant aujourd'hui du respect de la vie privée. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'en fait, le problème maintenant commence à être beaucoup plus grave que celui des cookies seulement. Avant, on disait « il ne faut pas qu'il y ait de cookies tiers ». Mais maintenant, la CNIL commence à dire, et donc derrière la CNIL, il y aura d'autres acteurs, parce que nous avons en France un côté un peu précurseur sur ces questions-là, et bien que le fait même simplement qu'un site web aujourd'hui, donc si je reviens ici, demande à ce que la page d'accueil utilise des fontes qui soient hébergées sur des serveurs de Google, le fait même, rien que ça, sans que Google, même en bloquant les cookies, ça révèle en fait l'adresse IP de l'utilisateur sur les serveurs de Google, et l'adresse IP étant une donnée à caractère personnel, eh bien en fait ça pose un problème de RGPD et donc de respect de la vie privée, et des procédures commencent autour d'éditeurs de sites pour leur demander d'arrêter de poser de forcer en fait l'utilisateur final à se connecter à des serveurs tiers. Donc, il y a un petit changement de paradigme qui aura lieu dans les 10 prochaines années sur le web, 5 à 10 prochaines années. Et Frogance, en fait, sans vraiment le vouloir, mais simplement par souci de faire une technologie cohérente, bien, s'est positionné directement du bon côté. Alexis, tout de suite, il y a une question aussi qui était sur les serveurs Frogance. Ça peut être évidemment n'importe quel serveur HTTP, comme tu le disais. Oui. Et la question est qui héberge le site Frogance ? Et donc, c'est bien l'éditeur. Alors, c'est bien l'éditeur, bien sûr. C'est un système complètement distribué comme le web. Donc, les éditeurs font leur hébergement. Ils peuvent, par exemple, si vous avez déjà un site web, vous créez un répertoire sur votre site web et vous pouvez héberger du contenu statique ou dynamique. Vous pouvez, correspondant à un site Frogance, et vous pouvez accéder à vos bases de données. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, par exemple, on a un site Frogance qui s'occupe de... Toutes les adresses de sites Frogance qui sont là, vous les avez en fait sur le site, si vous voulez tester plus avant,
vous avez une page sur le site f2r2.fr vers des adresses, donc avec plein de démonstrations. Donc, je vous laisserai les faire. Vous voyez, par exemple, le CAC 40. Alors, ce n'est pas le cours en temps réel, lui, c'est une démo. C'est un peu idiot. Mais par contre, celui-là, vous voyez, c'est un site qui a été fait et qui montre donc la capacité d'aller chercher des informations sur. Alors là, c'est le site de la BBC. C'est BBC News. Donc, c'est son flux RSS qui a été exploité et qui permet justement, vous voyez, de voir donc des informations récentes, enfin les plus récentes du flux RSS, et à partir de là, vous voyez, d'aller à l'article complet. Tiens, chaque GPT. Voilà, donc on a, voilà, et ça montre. Donc vous avez pas mal de démonstrations là que vous pourrez aller voir. Et donc effectivement, ce sont des serveurs. Là, par exemple, pour le flux RSS, eh bien, le serveur Frogance a été chargé des informations RSS sur le serveur de la BBC, les a traitées pour pouvoir justement communiquer ensuite sur le site. C'est ce qu'on appelle la froganisation, c'est ça Voilà, c'est ce qu'on appelle comme ça. Super. Voilà. Et en 2 mots, juste sur F2R2, puisque j'en ai parlé rapidement, mais finalement, le rôle de la société F2R2, c'est tout bête, hein, c'est simplement d'opérer un registre où sont enregistrées les adresses Frogance, donc avec tout un dispositif de sécurité pour éviter les confusions. Enfin, comme c'est un système multilingue, c'est un système qui implémente beaucoup de technologies venant des experts en identifiants informatiques internationaux et notamment du consortium Unicode, dont on a concocté tout ça, et qui prennent en fait la configuration. Donc l'éditeur ensuite rentre sa configuration, et ensuite finalement le métier de F2R2, c'est de distribuer ces configurations au niveau mondial à travers des serveurs FNS. Voilà, et si on résume sur le plan technique, finalement, les différences entre le web et les technologies du web et les technologies Frogance, pour les internautes, c'est les mêmes réseaux d'accès, évidemment, c'est le même Internet, le même Internet et les mêmes réseaux télécoms en dessous, avec les navigateurs web d'un côté, puis le logiciel Frogance Player. Pour les éditeurs de contenu et de services, eh bien, en fait, c'est l'adresse qui change. Donc, ils peuvent avoir effectivement des adresses isolées, comme Frogance étoile mon site, ou même des réseaux Frogance, c'est-à-dire des ensembles d'adresses qui commencent par le nom. Par exemple, tout à l'heure, on voyait Billix étoile. Donc là, on peut imaginer que Billix étoile enregistre un réseau et publie un certain nombre d'adresses. Donc, on aura énormément d'avantages fonctionnels à faire ça, puisque ça va permettre d'avoir un ensemble, un peu comme ces sites-là qu'on voit ici. Ils vont pouvoir fonctionner ensemble, ils peuvent permettre d'avoir un contexte de navigation commun, donc c'est très intéressant pour les éditeurs comme pour les internautes au niveau fonctionnel. Pour les développeurs, en fait, il y a la partie front-end qui change, donc la partie langage de mise en forme. Donc pour le web, c'est HTML, CSS, JavaScript, puis il y a un peu les cookies quand même qui servent. Là, de l'autre côté, c'est le FSDL. Donc, c'est dans le FSDL que le contexte de navigation circule. Donc, c'est au-dessus des protocoles réseau. Donc, c'est tout à fait maîtrisé, du coup, au niveau de la gestion par le logiciel Frogance Player. Et puis, au niveau de l'industrie, en fait, comme ce sont des standards ouverts, il faut une organisation de standardisation. Donc, il y a le W3C pour le web, qui a été créé en 1994, mais qui, si vous avez suivi l'histoire, ça fait que depuis cette année, en fait, qu'ils sont institutionnalisés en organisation. Donc là, ils sont passés en non-profit aux États-Unis. Avant, c'était une organisation distribuée, mais maintenant, ça y est, ils sont comme l'IETF, ils se sont structurés pour pouvoir protéger la propriété intellectuelle et puis aussi avoir des moyens supplémentaires pour investir. Bon, c'est une petite équipe, c'est une équipe, je crois que c'est une centaine de personnes, le W3C en tout. Et à droite, vous avez donc l'OP3FT avec ses branches. Alors, le W3C aussi a des branches, ils ont beaucoup de bureaux dans le monde. Et l'OP3FT, qui fait un peu qui fait le même métier au fond, avec des responsabilités un peu supplémentaires, notamment sur le processus de standardisation. Le W3C fonctionne avec des membres, donc c'est Google, Apple, etc., qui donnent un peu tout le financement, et les membres aussi fournissent la matière grise. Le W3C est plutôt un coordinateur de groupe de travail. L'OP3FT a une mission beaucoup plus précise sur la standardisation, donc il doit assurer par des groupes de travail qu'il coordonne, mais aussi qu'il anime, la mission de standardisation et de développement. Donc c'est comparable, mais c'est comparable dans les finalités, mais c'est pas exactement la même. Et je préciserai, Alexis, que le modèle tu parlais tout à l'heure de la stabilité, pour assurer la pérennité et la stabilité de l'OP3FT, plutôt que de dépendre de membership et parfois d'une année sur l'autre ou de subir des pressions du plus gros membre, par exemple, qui serait le plus gros contributeur,
comme ça peut se passer dans d'autres organisations, l'OP3FT est financé par, elle perçoit donc une redevance sur les adresses Frogans qui sont enregistrées, donc c'est ce qui lui assure un financement stable et pérenne à l'avenir. Et c'est un petit peu ce modèle qui a, si vous connaissez le .org, le financement du .org, et bien le .org sur Internet, tous les noms de domaine en .org, et bien finance par exemple Internet Society, si je ne dis pas de bêtises, Alexis. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est très vertueux, c'est-à-dire qu'en fait les moyens de l'OP3FT, en fait on le voit la délégation dont tu viens de parler ici sur ce schéma, les moyens de l'OP3FT vont dépendre directement, seront très proportionnels au nombre d'adresses déposées, au nombre de réseaux déposés aussi, enfin enregistrés. Et donc s'il y a quelques centaines de milliers de sites, ça fera un budget comme aujourd'hui, c'est-à-dire que ça sera difficile de travailler. Là, aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes dans le projet qui travaillent en temps plein sur le développement de cette technologie et sa diffusion. Et évidemment, s'il y a 1 million d'adresses ou de réseaux qui sont déposés, évidemment, ça va donner les mêmes moyens que l'IETF obtient du .org. Et donc, évidemment, ça permettra de monter petit à petit à une équipe qui tournera peut-être autour de 100 ou 200 personnes in fine. Pour l'opérateur, donc c'est un métier d'opérateur de registre. Donc on a la société VeriSign qui s'occupe des .com. En France, on a la FNIC, une association qui s'occupe du .fr. Donc voilà, c'est un métier qu'on connaît très bien, mais qui est un petit peu plus, c'est plutôt un métier d'opérateur. Donc c'est un métier plus industriel, voilà. Donc tous les enjeux, c'est plutôt des enjeux de montée en charge, de maintien d'API, etc., que de fournir des logiciels et des technologies très créatives pour le public. Voilà. Alors, oui, Alexis, il est 20h15. Il est 20h15, voilà, donc c'est pour gérer le temps. Il y a des questions. Il y a aussi d'autres choses. Je vais explorer un petit peu les questions rapidement comme ça, je les déroule très vite. Amaury, je vois. Donc il y en a eu dans le chat et dans les questions. C'est ça. Donc voilà, donc je fais des tout petits commentaires sur les remarques qui ont été faites. Donc, ça m'évoque Flash. À un moment donné, on me dit, alors effectivement, ça nous a pas échappé, Flash, que ça existait, que c'était un outil pas mal. Mais la différence avec Flash, principalement, c'est que déjà, c'était pas vraiment une technologie ouverte d'entrée de jeu. C'était un peu compliqué de discuter, de faire des contenus. L'éditeur n'était pas ouvert. Alors que là, aujourd'hui, pour faire un site Frogans, par défaut, on va dire, tant qu'il n'y a pas de logiciels auteurs qui seront fournis par l'écosystème, eh bien, c'est du XML, c'est tout bêtement du XML, donc c'est très ouvert, on peut faire des logiciels auteurs, on peut les générer, c'est ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que Flash a été conçu comme un format, en fait, qui dépendait d'une page web. C'est-à-dire que pour accéder à un format Flash, eh bien, il n'y a pas d'adresse, en fait. C'est comme une image animée, une image intelligente, avec ce qu'on veut. Mais donc là, effectivement, ce n'est pas vraiment un médium. Flash, c'était plutôt en fait un format de contenu. Frogans, c'est évidemment un format, mais en même temps, vous avez les images. Donc, par exemple, vous avez les adresses. Donc, par exemple, quand je suis en train de naviguer, on l'a vu sur la vidéo, là, vous voyez, effectivement, je peux, à partir d'un site, ouvrir une autre adresse et avoir sur l'écran un deuxième site qui a une deuxième adresse et pouvoir naviguer dessus. Donc, on atteint, avec l'adressage, en fait, on atteint les caractéristiques minimum d'un médium, c'est-à-dire quelque chose qui permet, avec des adresses, d'accéder à des contenus, d'être interopérable, etc. Voilà, donc ça, c'est un point un peu différenciant, je dirais, très différenciant sur le concept fondamentalement, sur tout point de vue. Je vois, donc effectivement, la vidéo, je remercie Jean-Louis d'avoir remarqué que sur l'exemple que nous avons présenté d'accepter ou de refuser la vie privée, nous étions sur un site qui était assez compliant et qui permettait de tout refuser. Donc, bon, ça, c'est vrai, la vidéo n'est pas très précise, mais enfin, il en demeure pas moins qu'on est quand même submergé de ces choix qu'on ne regarde plus et qu'on accepte. Et donc, ça ne remplit pas vraiment le besoin. Voilà. Voilà, on a, je regarde. Alors, la page en anglais de get.frogans, oui, en effet, c'est pas encore au point. Ça, c'est parce qu'on est dans la phase développeur et que les développeurs sont tous plus ou moins en anglais. Mais vous avez raison, ça sera effectivement redirigé sur la page dans la langue. Les domaines en UTF-16, donc effectivement, les adresses Frogans, donc c'est pas vraiment des noms de domaine, il n'y a pas de points, mais ce sont des adresses, donc des identifiants Internet. Donc, ils sont en Unicode, oui, effectivement, ils sont basés sur Unicode. Vous avez une très grosse spécification qui s'appelle IFAP, International Frogans Addresses, pattern qui permet justement d'avoir des adresses multilangues
en plusieurs langues, je dirais, et justement avec une autre spécification pour empêcher les collisions. Donc, en revanche, il n'y a pas d'emoji dans les adresses, puisque les emojis ne font pas partie des caractères internationaux qui sont éligibles à des identifiants, en fait. Par contre, vous pouvez mettre des emojis dans les sites Frogance, dans le contenu des sites Frogance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des RFC liés à Frogance? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a... alors, déjà, il y a toutes les RFC qu'on utilise, parce qu'évidemment, on réutilise tous les protocoles réseau imaginables. L'OP3FT elle-même donc, publie des spécifications. Tiens, si je vous montre donc une spécification, celle dont je viens de vous parler à l'instant, voilà. La spécification IFAP, celle qui caractérise donc les adresses Frogance, ben, vous voyez, c'est une spécification qui utilise exactement le modèle des RFC. Donc, le modèle de RFC, c'est les standards Internet, et qui exploite exactement les mêmes approches dedans. Pour les RFC, et donc c'est le rôle de l'OP3FT de créer ces standards. Pour les RFC elles-mêmes, on en a créé une avec l'IETF, très importante, c'est justement le schéma qui permet depuis un site web ou depuis n'importe quelle application au fond, d'accéder à un site Frogance. Donc c'est le schéma Lib2Frogance, qui remplace HTTP : quand on veut faire un lien. Si je vous le montre ici, vous voyez, si vous regardez en bas de la fenêtre du navigateur web, vous voyez le lien href, là, Lib2Frogance : Frogance étoile démo château de Sérons. Et c'est ça, en fait, l'URI, en fait, l'URI scheme qu'on a défini avec l'IETF, ça a mis 18 mois, pour arriver à un dépôt d'une RFC qui permet donc de déclarer, qui repose d'ailleurs sur le format que je viens de vous montrer, le format IFAP, et qui a été ensuite enregistré à l'IANA sous statut permanent pour que les navigateurs puissent l'implémenter sans difficulté. Alors, j'ai des questions. Il y a d'autres questions dans l'onglet questions. Est-ce que et donc, on y va. Alors, j'y vais. Alors, je les prends. Alors, dans l'ordre, peut-être je pars d'en bas rapidement. Alors, l'autorisation de superposition, notamment sur Android. Alors, là, on a montré les sites Frogance sur écran d'ordinateur, là, comme ici, ne nécessitent pas de superposition. En revanche, c'est vrai que c'est une technologie finalement assez précise. Ça a mis beaucoup de temps d'arriver à cette stabilité. Alors, peut-être qu'à travers le réseau, vous ne voyez pas, mais quand vous testerez, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez, vous aurez une énorme fluidité de manipulation. On a donc utilisé les OS à fond, on va dire, pour faire ça, mais il n'y a pas d'autorisation. Et sur les téléphones, il y a effectivement besoin d'une autorisation, mais il n'est pas tout à fait sûr qu'en fait, ce soit très pertinent d'utiliser les sites Frogance en superposition sur un petit écran. Vous avez vu sur la démo, c'est plutôt l'intérêt, c'est d'occuper un peu l'écran et de naviguer rapidement d'un site à l'autre. Mais effectivement, sinon, il faut une autorisation. Alors, la type de licence, j'en ai parlé, je crois. Alors, peut-on faire un curl d'un site Frogance? Ben oui, vous savez que donc on peut effectivement accéder au contenu d'un site Frogance en passant par le réseau directement, en mettant en œuvre le protocole. C'est tout à fait possible. Mais par contre, pour bénéficier de l'intérêt de l'expérience pour l'utilisateur, ben en fait, il est quand même obligé de passer par un logiciel qui interprète ensuite et qui met bien en œuvre le protocole pour permettre justement le rendu des sites et évidemment leur navigation. Les technologies sous-jacentes. Alors, je crois que j'en ai un peu parlé en montrant justement le schéma qui présente donc les différents composants. On pourra revenir là-dessus, c'est très intéressant. Vous avez aussi une ressource sur le site frogance.org justement qui montre un peu, alors elle est un petit peu ancienne, elle est plus suffisamment précise, elle va être remise à jour là prochainement pour justement intégrer. Mais il y a, voilà, c'est principalement... donc cette partie FSDL, c'est la partie la plus apparente. Et puis ensuite, pour la résolution de l'adresse, il y a des langages. Donc c'est principalement basé sur du XML, tout pour permettre justement de la transparence, que les gens ne soient pas inquiets comme ils l'étaient avec Flash ou avec Skype au début. Eh bien, en fait, on fait circuler l'information par XML. Donc c'est facile à auditer. Des notions de pastille en temps réel comme la pastille du nombre de messages non lus. Alors, pas dans le player, c'est-à-dire le player ne va pas dire que des choses sont en attente, hein, c'est plutôt aussi de chacun de faire l'effort de montrer qu'il y a une information. Donc, ça veut dire qu'on peut rafraîchir le site. Évidemment, l'éditeur peut organiser un rafraîchissement automatique du site et faire à ce moment-là apparaître des informations. Concernant le contrôle parental, le player garde-t-il ce qui est paramétré au niveau du device sur lequel il se trouve? Oui, c'est exactement au niveau du device sur lequel il se trouve. C'est dans le...
les versions, en tout cas, qu'on a l'intention de lancer aujourd'hui ne sont pas bridées et donc fonctionnent de manière sans contrôle parental par défaut. Maintenant, la réglementation est en train d'évoluer là-dessus. Il y a des pays où, de toute façon, les contenus pour adultes sont illégaux. Et donc, l'OP3FT, certainement, s'attachera peut-être à diffuser sur demande des autorités ou pour respecter simplement la loi de ces pays, peut-être des versions qui n'auront pas la possibilité de débloquer, d'accéder au contenu adulte. Là, qui héberge le serveur Frogance? Donc, effectivement, n'importe qui héberge un serveur Frogance. Vous pouvez le mettre chez Amazon si vous voulez, mais vous pouvez aussi l'héberger chez vous. Et tant que vous avez une adresse IP qui est fixe, eh bien, vous pouvez continuer de l'utiliser. Il y aura-t-il un jour un Frogance Store? C'est une très bonne question. Tor, donc, c'est le réseau qui permet d'anonymiser la publication et la consultation de sites, donc de faire des sites qui sont anonymisés, on va dire, dans leur lieu d'hébergement, et puis de consulter sinon, par ailleurs, soit ces sites-là, soit des sites publics en étant anonymisés, c'est-à-dire en fait, finalement, en embrouillant un peu son adresse Internet, son adresse IP. Alors, on peut très bien concevoir que dans les possibilités de configurer son site Frogance, on puisse accéder en fait au domaine .onion, donc qui est ce domaine qui est virtuel, qui n'existe pas, mais qui est conventionnellement utilisé pour accéder au protocole Tor. Donc, il y a un travail qui a été ouvert il y a quelques années là-dessus. Il n'est pas dans notre priorité haute, mais rien ne s'oppose à ce qu'effectivement on puisse accéder à d'autres protocoles. D'ailleurs, la technologie Frogance, vous le verrez si vous lisez les statuts de l'OP3FT, elle a pour vocation d'être indépendante du réseau de transport. Donc, si demain on a un réseau ultranet qui arrive et qui est très intéressant en complément du réseau Internet, eh bien, on peut tout à fait faire une implémentation de la couche réseau au-dessus de ce réseau. Et ça ne se verra pas, puisque pour l'utilisateur, vous voyez, il n'y a pas HTTP, il n'y a pas HTTPS, il y a directement l'adresse Frogance qui est utilisable. Et ensuite, c'est dans sa configuration technique qu'on peut mettre plusieurs réseaux en parallèle. Différence de prix entre une réservation de nom de domaine du DNS et une réservation d'adresse Frogance. Alors, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, je le redis là très vite, c'est donc pour une adresse Frogance, le prix. Alors, le F2R2 ne distribue pas les adresses Frogance directement aux éditeurs. Donc, on passe par des relais qui sont en fait principalement, certainement, des distributeurs de noms de domaine. Donc, le tarif que je vais vous donner, c'est un tarif qui est appliqué de manière tout à fait uniforme aux distributeurs. C'est 6 € par an par adresse Frogance. Donc, c'est ça le tarif. Donc, c'est à comparer à un nom de domaine en .com qui est autour de 9 $, je crois aujourd'hui, 8 ou 9 $. Voilà. Et puis, il y a évidemment des noms de domaine qui sont au niveau des registres plus chers. Mais voilà, donc dans ce qui est, on va dire, universel, c'est le nom. Donc, effectivement, c'est ça. Alors, ce que j'ai dit, peut-être un peu rapidement, je peux le signaler simplement à défaut de le développer trop, c'est qu'il y a donc ces adresses Frogance étoile. Je n'ai pas accès au slide, donc je vais le dire par oral. Donc, les adresses qui commencent par Frogance étoile sont des adresses dites du réseau public, c'est-à-dire, en fait, tout le monde peut en enregistrer une séparément. Par exemple, on a enregistré ici Démo Nasdaq, on peut en enregistrer beaucoup d'autres. Là, on a une des actionnaires de F2R2 voilà, qui a lancé je fais un peu de placement de produits là pour notre actionnaire qui a lancé une activité de coaching, et donc elle a enregistré une adresse Frogance étoile Air Coaching Unit. Et vous voyez, là, vous pouvez dans un site Frogance, c'est donc un vrai site, là, c'est pas une démo, vous pouvez justement découvrir, vous voyez, de manière assez ludique, différentes possibilités, voilà, avec tout un ensemble d'offres justement autour de ça. Voilà, donc là, c'est ça, c'est une adresse, ça vaut donc 6 € plus la marge, la valeur ajoutée du distributeur. Et puis, il y a aussi la possibilité donc de faire BillX étoile, donc c'est-à-dire pour une marque, d'enregistrer en fait un réseau, donc c'est-à-dire l'exclusivité d'enregistrer ensuite tout ce qui est après l'étoile. L'étoile, pour les adresses Frogance, c'est exactement l'arrobase des adresses email, c'est le point des noms de domaine, c'est le signe distinctif qui va faire qu'on retrouve une adresse Frogance facilement en la voyant, en la regardant sur un bus, ou je ne sais pas où, sur une affiche, on sait que c'est une adresse Frogance parce qu'il y a une étoile. Et donc, enregistrer BillX étoile, c'est donc créer un réseau. Et la création d'un réseau Frogance, ça coûte en fait, outre les adresses à 6 €, ça coûte 1 500 € par an. Donc, c'est la constitution d'un ensemble.
Pour ces adresses Frogance, en fait, alors c'est un peu à comparer aux extensions au domaine de premier niveau du web, où vous avez vu passer les noms de domaine en .paris ou les noms de domaine en .bnp Paribas ou même en .frogance. Vous avez vu tout à l'heure le get.frogance, donc on connaît très bien ce secteur-là puisqu'on a aussi déposé un domaine de premier niveau pour assurer la sécurité du projet. Et bien là, les domaines de premier niveau, d'abord on ne peut plus en prendre depuis 10 ans. Il fallait passer il y a 10 ans pour en bénéficier, mais les tarifs étaient fantastiquement élevés, ça coûtait très cher au projet, puisque c'était, ne serait-ce que poser l'inscription, c'était 185 000 $. Donc, et après, c'est minimum 25 000 $ par an pour pouvoir continuer d'exploiter un GTLD, donc un domaine de premier niveau. Donc voilà, donc on a rendu quand même cet équivalent des domaines de premier niveau hyper abordable. Alors, évidemment, vous comprenez à travers ces tarifs que le projet n'est pas pour simplement avoir quelques grands comptes et vivre une aventure de fournisseurs de technologies propriétaires. Non, on a vraiment réalisé cette technologie et avec ces tarifs-là, avec l'ambition que ce soit diffusé extrêmement massivement au niveau mondial et que Frogance se mette, soit comme disait tout à l'heure Frédéric, le petit frère, alors je ne sais pas s'il sera prodige ou pas, mais en tout cas le petit frère du web, et puis qui permette qui permette aux éditeurs en fait d'avoir cette capacité de publier dans ce format-là, qui a quand même beaucoup d'intérêt qu'on a vu dans la vidéo, notamment la capacité de garder des contenus en présence. Vous voyez là, si j'étais allé sur le site Air Coaching Unit, bien il serait certainement dans un de mes onglets quelque part, mais je l'aurais plus sous l'œil. Voilà, alors que là, peut-être que si j'ai 2 minutes entre 2 réunions, je peux me dire, ah oui, finalement, j'ai bien envie de prendre le menu Tokyo, c'est quoi cette histoire-là? Bon, attends, j'ai un coup de fil, j'y retournerai tout à l'heure. Je ne perds pas le contact avec le contenu, et ça, c'est vraiment très nouveau en termes d'interaction. Donc ça, c'était pour les prix. Alors, le typo squatting, il y a effectivement... Donc, le typo squatting, c'est donc évidemment, j'ai un nom qui ressemble à un autre. Par exemple, j'ai Frogance, mais on pourrait mettre un 0 à la place du Frogance. Donc, effectivement, il y a un premier niveau de protection qui vise plutôt à éviter le spoofing, pour être clair, c'est-à-dire plutôt des gens qui font un peu exprès de faire du typo squatting, c'est-à-dire typiquement, donc là, si je retourne aux spécifications techniques, je vous invite à jeter un coup d'œil donc la spécification IFAP, elle définit le format des adresses, et FACRE, c'est justement la réponse à votre question, c'est-à-dire comment les compositions d'adresses Frogance vont pouvoir se faire, et notamment dans des catégories linguistiques pour éviter les blagues du genre quelqu'un enregistre PayPal, ça existait sur le web, c'est pour ça qu'on peut en parler, dans les noms de domaine, je veux dire du web, enregistrer PayPal en fait avec un caractère cyrillique au milieu, ça permet éventuellement de faire des attaques sur des utilisateurs qui sont évidemment très très payantes et très dangereuses. Donc là, typiquement, c'est impossible. On a ces règles qui protègent l'utilisateur. En revanche, il y a un deuxième point qui est important aussi à dire, c'est que ça, c'est la protection technique, mais il y a aussi une protection juridique qui est que quand des éditeurs vont enregistrer des adresses Frogance, donc il y a, je vais reprendre l'autre, il y a ici la protection technique, elle est là, donc les contrôles anti-confusion, c'est ce que je viens de dire, mais il y a aussi des protections juridiques, c'est-à-dire qu'il y a des chartes de résolution de litige qui sont implémentées d'ores et déjà aux États-Unis et en Asie pour permettre à des marques qui seraient lésées, par exemple si quelqu'un enregistre Frogance étoile Fnac, donc le distributeur de produits la Fnac, et que ce n'est pas la Fnac, il faut quand même que la Fnac, qui est une marque déposée de notoriété, puisse la récupérer. Donc il y a des procédures dans le web qui s'appellent UDRP pour résoudre ces litiges-là, et qu'on a aussi mis en place, adapté avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle aux adresses Frogance, et ensuite mis en pratique avec des chartes. C'est déjà en place, si vous cherchez UDRP F, vous allez tomber sur ces chartes. Si je tape Bilix étoile dans un navigateur, quand cela sera pris en compte pour mentionner get.frogance dans les moteurs de recherche. Alors là, ce qu'on fait, en fait, Alexis, oui. excuse-moi, il y a Lauriane qui nous dit qu'elle va devoir clôturer l'événement dans quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par email, donc ça, il faudra le faire. Voilà. Mais voilà, il faut quand même bien gérer le temps. Et j'aimerais bien aussi, puisque notre ami Jean-Louis a quand même posé plein de questions, mais tu as une question de Vicente que j'ai vu arriver vers la fin aussi, peut-être avant la clôture. Ah oui.
Alors oui, on va tout de suite le dire, ça a été dit en introduction, mais effectivement, Frogaz n'a pas du tout l'ambition de remplacer le web, mais bien sûr de le compléter. Il y a beaucoup de choses que le web peut faire que Frogaz ne peut pas. Les tailles des interfaces sont limitées, donc elles ont évidemment un intérêt pour rester en surimpression sur l'écran, ou permettre des interactions très rapides et très ciblées, mais évidemment, on ne remplacera jamais une page web. Donc non, c'est vraiment, on vise la complémentarité, absolument. Voilà, c'est bien des interactions peu complexes, mais pas forcément peu importantes. Voilà. On se rend bien compte que la continuité d'interaction avec un utilisateur est une donnée essentielle qu'on n'atteint plus évidemment avec le web, avec tous ces onglets, et puis aussi cette navigation où quand on envoie quelqu'un sur un site web, en fait, les liens vont l'emmener ailleurs très très rapidement. Donc, on a un temps de contact très court. Là, on va pouvoir Sans parler des réseaux sociaux dans lesquels le moindre post disparaît en 2 secondes. Et en fait, on perd aussi le fil de l'information. Voilà. Et puis, pour la question de la gestion des déficiences humaines, donc la malvoyance, etc. Effectivement, on est assez attentif à cela. Il y a un projet qui a été dirigé justement en Chine par des étudiants de l'école centrale Pékin l'année dernière sur justement la prise en compte. C'est public, hein, vous pouvez aller sur china.op3ft.org et vous accédez en fait au compte rendu qui a été fait sur ce sujet-là. Donc il y a du travail encore à faire. Le web n'a pas donné un bon exemple sur ce point-là, mais enfin c'est dans nos statuts. Dans les statuts d'OP3FT, il y a cette question-là. Voilà, on n'est pas forcément sûr de savoir la gérer encore très bien, mais c'est évidemment dans notre feuille de route. Donc, il y a beaucoup dans le chat, il y a les merci, Lauriane, merci à tous pour vos questions, toutes vos questions, effectivement. Et n'hésitez pas donc à nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Déjà, si vous retenez f2r2.fr, vous avez des adresses email sur ce site, donc en nous envoyant un email, vous arriverez tout de suite. Notamment, il y a aide@f2r2, ça nous est transmis évidemment tout de suite. Si vous avez envie de nous parler ou d'avoir d'autres questions ou de tester davantage, enfin, on a toutes ces possibilités. Merci beaucoup pour votre participation.